petit mot avant que notre événement théâtral démarre. C'est juste un mot pour vous expliquer que ce que vous allez voir, c'est la dernière étape d'un processus de travail théâtral dans lequel nos jeunes ont écrit, ont été scénographes, ils ont construit leurs accessoires, ils ont construit le décor, constructeurs, ils ont fait des vidéos. Et puis ici aujourd'hui, ils sont en machinerie, en régie vidéo, en régie son et en régie lumière. Voilà, mon spectacle. C'est bon. S'il vous plaît, ouvrez-moi. J'ai besoin de votre aide. Si vous n'ouvrez pas ce livre, si vous ne lisez pas ces mots, alors je vais mourir. Je suis tout seul. Si vous lisez ces mots, c'est que vous pouvez me sauver. Restez là, attendez-moi. Je suis dehors, à la recherche de B près d'ici, et je vais revenir ce soir. Au nom du ciel, je vous en prie, restez et sauvez-moi. Je reviendrai ce soir. Merci. Alors nous avons ouvert le livre aux pages précédentes, et dans tes affaires, cher Chris McCandless, nous avons trouvé ces passages soulignés. Page 33. Je désirais le mouvement et non une existence au camp paisible. Je voulais l'excitation et le danger, et le risque de me sacrifier pour mon amour. Je sentais en moi une énergie surabondante qui ne trouvait aucun exutoire dans ma vie tranquille. Léon Testyle, bonheur conjugal. On ne devrait pas nier que la liberté de mouvement nous a toujours exaltés. Dans notre esprit, nous l'associons à la fuite devant l'histoire, l'oppression, la loi et les obligations irritantes. Nous l'associons à la liberté absolue, et pour trouver celle-ci, nous avons toujours pris le chemin de l'Ouest. Wallace Stenger, l'Ouest américain comme espace vital. Alors comme toi, ensemble, Bartosz, Téné, Dimitri, Timothée, Clément, Jules et moi, nous nous sommes demandé ce que c'était que ce besoin de liberté, ce courage pour l'attraper. Mais est-ce du courage ou de la lâcheté que de partir dans les grands espaces? De fuir les autres humains? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un si fort pour qu'il abandonne père, mère, sœur et amis, tout ce qui était son monde? Mais était son monde? Dans la vie, ce qu'on voit des autres, c'est leurs actions. On peut aussi sentir leurs émotions, mais leurs pensées profondes, leurs désirs, ça on en parle moins. Et voilà que l'occasion nous est donnée d'offrir cela aux autres, au monde. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à s'arracher à son ordinaire, à son connu? Quelles sont ses pensées, ses désirs qui se meuvent à l'intérieur d'un être humain et lui intiment l'irrépressible besoin de s'en aller, de tout risquer? Pour voir quoi? Pour vivre quoi? Avec quelles conséquences? Acte 2, apparence. Je marchais déjà depuis quelques jours vers là où me mène le vent, sans carte, sans but réel. Autour de moi, un paysage de forêt montagneuse. C'était le matin, en haut d'une colline de rochers. Je m'arrête pour reprendre mon souffle et admirer le paysage. À peine mon sac enlevé mes épaules qu'un petit vieux sorti de je ne sais où se mit à rigoler mesquinement. Pris d'un coup de panique, je sors ma machette vers lui et lui dis « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Vous m'avez suivi ?» Toutes les énigmes de la nature, l'homme est la plus grande. Il m'avait l'air tellement surprenant avec ses cheveux bouclés et ses deux tresses qui partaient du haut de ses oreilles jusqu'à sa ceinture que j'avais l'impression que la solitude m'avait fait apparaître une vision. Mon nom est Plédius. Seulement ça, je pourrais te dire de moi. Que fais-tu ici, jeune homme? Je deviens fou après tous ces jours de marche, où tu existes vraiment. Moi, c'est Luc. Écoute ton instinct, et tu sauras qui je suis. Je repris la route. Plédius me suivait et me parlait pendant tout le chemin. Je ne répondais que par des oui et par des non, sans vraiment l'écouter. Au bout de quelques heures de marche, je voulais vraiment être seul, seul dans mes pensées. Alors je me mis à crier sur le vieillard « Stop! T'en as pas marre de me poser des questions ?» Et il disparut sur le champ. En fin d'après-midi, j'aperçois une petite cabane qui donne sur un lac. Il allait bientôt faire nuit, donc je me dis que je dois m'installer pour la nuit. Le lendemain matin, je descends la pente jusqu'au lac pour me laver.
En sortant du lac, je me rhabille et remonte la colline dans la forêt pour rentrer à la petite cabane. Je me baisse pour faire mes lacets et en me relevant, un ours était à 10 mètres et me regarde. Je suis terrorisé, je reste immobile. L'ours se rapproche de moi doucement. J'ai les larmes aux yeux et je reste neutre. Une fois l'ours arrivé à 1 mètre de ma quête, il me renifle et me regarde une dernière fois dans les yeux, puis il part. Comme s'il avait aperçu quelque chose de loin, de plus intéressant. Je reste immobile encore quelques minutes, je regarde autour de moi et rentre vite dans ma cabane où je m'enferme et barricade la porte. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis parti de chez moi? J'ai presque plus rien à manger et l'ours ne peut être pas loin. Je vais rester là pour l'instant. Mais si je reste là, je risque de mourir de faim. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah mais si seulement j'étais parti avec quelqu'un, ou au moins rester avec le vieillard, j'aurais dû rester avec lui. Et d'un coup, Clédus apparaît, comme s'il était sorti de nulle part. Ah! Mais comment vous êtes arrivé là? Tu as mis la douleur dans l'homme pour la faire agir, mais tu n'as pas agi. Tu n'es pas prêt, tu as essayé de faire face avec la nature, de la soumettre, mais la nature est puissante. Il faut vivre en harmonie avec elle. Tu fais, tu as. Je voulais vivre autrement, ne plus avoir à me soucier de ce que la société m'inflige. Je pourrais te montrer, mais trop têtu tu es. Je ne voulais plus être obligé de me lever le matin pour un boulot que je n'apprécie pas forcément, de rentrer chez moi et d'avoir tout facilement, comme le courant, le chauffage, Internet, de devoir soigner mon apparence et de jouer le jeu de la société pour les gens, alors que tout ça n'est qu'illusion. Je pourrais te montrer. C'est la société qui nous a rendus comme ça. Je voulais vivre vraiment, prendre plaisir à des petites choses de la vraie vie, comme ramasser du bois pour faire du feu et pouvoir se réchauffer, chasser pour avoir à manger, et non pas que ma mère m'apporte un petit déjeuner sur un plateau tous les matins, attendre de trouver un lac ou une rivière pour boire et ne pas tout avoir sous le nez. Je pourrais te montrer. S'il te plaît, montre-moi, je ne pourrai point me débrouiller seul au final. Je veux bien te montrer, mais si tu échoues et que tu n'obéis pas, j'arrêterai de t'enseigner. Oh merci, merci, je ferai tout ce que tu veux. Confiance en toi. Il faut que tu réapprennes tout d'abord, mais pas trop. Tu vas me raconter ton histoire, nous allons la mettre en phase avec la nature. Nous allons remonter aux sources du mal, nous allons refaire le chemin et nous poser les bonnes questions. Tout d'un coup, ma copine me réveille chez moi. Je suis accoudé à une boîte de beignets 4 chocolat vide. Au-dessus de moi, un calendrier de l'année 3016, le 4 août. Le 4 août! Merde, le 4 août! On devait partir en vacances, chérie! Non, c'est vrai? À ton avis, pourquoi je suis là? Je t'ai attendu 1 heure à la gare. Je t'ai laissé plein de messages. Et toi alors, t'as fait quoi hier soir? T'as encore fait une énorme bouffe avec tes potes hier soir, c'est ça? Laisse-moi t'expliquer, j'ai eu une vision. J'ai tellement mangé hier soir que je crois que j'ai fait un trip tout en rêvant. Ah mais arrête, tu sais bien que tu ne peux pas faire un trip nutritif en dormant. Je t'assure, je m'en rappelle encore comme si ça s'était vraiment passé. Comme si ce dont j'ai rêvé avait un rapport avec ma vraie vie. Que le fait de partir loin, c'est comme quand je me fais des énormes bouffes, que le vieillard c'était toi qui essaie de me pousser vers le haut pour que j'arrête de manger des McDo. Quel vieillard! En tout cas, merci pour la comparaison. La rencontre avec l'ours, c'était comme la culpabilité d'aller acheter des kilos de McDo. Mais de quoi tu me parles? J'y comprends rien à ton trip. Se planquer dans la maison, c'est comme quand je suis chez moi et que je fais que de bouffer tout en me disant pourquoi je fais ça. J'aurais dû sortir avec toi ou avec mes potes quelque part. Je deviens comme tout le monde, accro à la mauvaise bouffe et il faut que ça cesse. Je ne suis pas le vieillard de ton rêve, je suis l'ours et c'est maintenant que je vais te manger. Bonsoir, il est 20h, Flash Info. L'équipe de France de rugby a été prise dans une tempête en avion pendant leur retour d'Islande. L'appareil a dû se poser d'urgence à l'aéroport de Genève. Les joueurs résideront jusqu'à ce que la tempête se calme à l'hôtel Ici Passe Tout. Hôtel Ici Passe Tout? Mais non, c'est le même hôtel que Asia. Attends, je vais l'appeler. Ça ne répond pas.
Ça répond pas, mais qu'est-ce qu'elle veut? Attends, je rappelle. Oh, répondeur direct. Non, mais bah, c'est peut-être la tempête, calme-toi, calme-toi. Ouais, j'espère qu'elle fait pas la folle. Ouais, je vais appeler sa copine. Non, répondeur aussi. Ouais. Là, j'aurais jamais dû la laisser partir avec sa copine. C'est quand une folle qui enchaîne les conquêtes comme ça. Joe tourne en rond dans son appartement. Il reste fixé sur une photo de sa copine pendant 5 minutes. Ah, je crois que je deviens fou. Je vais aller la rejoindre directement. Rien que l'imaginer avec ce joueur de rugby, imaginer de poser son regard sur ces hommes me répugne. L'idée qu'elle se laisse séduire me tue, c'est trop, je vais y aller. Même si je dois traverser monts et marais pour elle, je le ferai. Je vais lui montrer c'est qui l'homme. Au secours, au secours! Y a-t-il quelqu'un? Oh mon Dieu, pourquoi? Bon, faut que je reste calme. J'ai déjà bien avancé. Je vais me poser 5 minutes, fumer une clope. Je vais appeler Jérôme. Bon, j'y suis presque. Je vois déjà de la lumière. Ouais, allô, Callaghan. Bien quoi? Ça gaze? Ouais, si, c'est cool. Ouais, là, je suis parti rejoindre Gracia à son hôtel. Je suis un peu en galère, mais je suis dans les bois enneigés. J'aurais dû prendre mes raquettes tellement il y a de la poudreuse. J'en ai jusqu'aux genoux. Et tu connais, on est déterminés. C'est pas ça qui va nous impressionner. Ah oui, ouais. Ouais, t'es fou. Là, je suis comme un fou. Je me suis fait contrôler par la douane. Ils ont trouvé le reste d'un joint dans ma voiture. C'est même pas le mien. Ils m'ont mis à poil sur le bord de la route. Et ces bâtards, ils m'ont mis une amende de 100 euros. Oh ouais, ensuite je suis parti dans un bar, histoire de décompresser. Et je vois, dans le bar, il y a plein de filles dedans, toutes sexy. Il y en a une, elle s'approche de moi, elle commence à m'afficher. Elle me demande de payer un verre. Moi, je refuse. Qu'est-ce que je m'en fous d'elle? Et là, il y a un gros malabar qui vient me demander de payer la fille. Je réponds pourquoi? Il me dit maintenant tu nous dois 200 euros. Et je me dis d'aller se faire foutre, tu me connais. Et là, je reçois un coup, puis deux, puis trois. Et là, trou noir. Je me retrouve sur le trottoir, la bouche gonflée, avec une grosse douleur à la jambe. Ils m'ont tabassé, ces fils de pute. Bref, que des galères. Là, je suis bientôt arrivé à son hôtel. Je vais essayer de me motiver. Ouais, salut. Salut, Callaghan. À tout. Oh, enfin arrivé à l'hôtel. Bon, allez, où est l'entrée? Ah, c'est mal indiqué ici. Oh, non, mais sérieux. Je suis obligé de faire tout le tour de l'hôtel pour trouver comment rentrer. Je suis épuisé là, c'est bon, j'en peux plus. Ah, de la lumière, enfin. Quelqu'un va peut-être m'indiquer comment rentrer dans ce maudit hôtel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un sien! Mais elle fait quoi là, elle? C'est qui lui? Mais pourquoi elle le touche? Mais c'est quoi ce plan bizarre qu'elle me fait là? Oh! Mais elle veut. Pourquoi il répond pas? Pourquoi il est en peignoir lui aussi? Un deuxième, un troisième, hein? C'est toute l'équipe de rugby en plus, hein? Moi j'en étais sûr, je le savais. Elle me l'a mis à l'envers, hein, moi, hein? Elle me prend pour un con, hein? Attends, quand je vais l'attraper, hein? En plus, toute l'équipe de rugby, qu'est-ce qu'elle veut, elle, hein? Elle veut que je la tue? Elle veut que je la séquestre? Hein? Pour une fois, je me force à pas être trop jaloux, à lui laisser de la liberté. Voilà où ça mène, hein? Hein? Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? C'est complètement interdit d'assister au shooting photo. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Au shooting photo. Oui, le shooting photo du calendrier 2017, du 15 de France. Joe se laisse tomber dans la neige. En pleine ville, aux heures de pointe, Tommy John, notre héros, se veut serviable. Fort, mais sans aucun état d'âme, comme un robot. C'est l'histoire d'une personne qui a une force phénoménale, qui fait fuir tous les bandits de la ville et qui maintenant aide à décrocher les chats coincés dans les arbres, sauver les ouvriers qui tombent des toits, etc. Mais il a un défaut majeur, il n'a aucune empathie pour rien et pour personne. Quand il marche dans la rue, il a la tête baissée et marche d'un pas lourd. Il passe devant les familles qui rient et qui sont heureuses sans y faire attention. Aujourd'hui, une femme aveugle l'interpelle pour qu'il l'aide à traverser le passage clouté. Il fait traverser la route d'Anastasia, même taille que notre héros, aveugle et belle, qui ressent le manque d'empathie du héros et qui peut voir par ses autres sens aiguisés, mais elle aime que Tommy John vient l'aider à traverser.
Ils traversent tranquillement et quand ils arrivent de l'autre côté, elle lui dit Je ressens une incroyable défense à l'intérieur de vous. Ah bon? J'aimerais pouvoir apaiser vos sentiments. Qui est-elle? Je vois que vous avez acquis une force. Mais est-ce la bonne? J'aimerais le savoir aussi, mais... Je fais un vœu pour vous. Que l'on se retrouve un jour et que l'on en parle. Quand vous serez prêt. Le diable est le conducteur de la voiture qui klaxonne. Il est le blond. Il a le côté attirant et fondu dans la masse des humains, même caractère que le diable, mais ainsi c'est plus facile de se faufiler en ville en étant le blond. Le diable roussant, cheveux dressés, se montre que sous son aura, grand sourire et charmant, il est intéressé par l'énergie de notre héros, car il voit sa tête de déterré. Hé toi! Oui, toi. Qui c'est ce mec? Que me veut-il? Je veux pas faire une petite vie dans le Chevrolet tranquille. Qu'est-ce que je me fous de la marque de sa caisse? C'est qui ce gars? Allez, quoi! J'ai un truc à proposer. Non, voyons ce qu'il veut. Bien, bien, allons-y. Alors, mon ami, tu m'as l'air très fort. Mais tu aurais un petit problème? Non? Oui? De quoi il parle? Je ne vois pas du tout ce qu'il dit. Allez, mon ami, je le sais. Tu ne peux pas tomber amoureux, je le sais bien. Amoureux? Est-ce que je peux tomber amoureux? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Que me veut-il enfin? C'est pour toi. Je te propose que je t'échange ta force contre de l'empathie. Ma force? Contre l'empathie? Pourquoi pas? Je ne sais pas ce que c'est que d'être amoureux. Je prends ton expression de notre point, oui. Donc signifie de ton sang. Comme John, signal de son sang, un éclair jaillit dans le ciel, le diable vira la lumière, et il déposa le héros à l'extrémité de la ville. Que se passe-t-il? Je me sens si faible, je n'ai plus de force. Mais ce sentiment qui me remplit, cette émotion, c'est si beau. Ce chat caché dans cet arbre a l'air affamé. Il faut que je l'aide. Mais je ne peux plus grimper. Il essaya de l'attraper, mais il tomba. On entendit un cri. Un ouvrier était en train de tomber de son toit. C'est l'ouvrier qui tombe. Il faut que je le rattrape vite. Tommy courut, mais trop tard. L'ouvrier était déjà tombé. Que m'arrive-t-il enfin? Quelle est cette malédiction? Tommy John veut bien aider Nastasia. Tout d'un coup, un camion arrive à toute vitesse sur lui. Notre héros crie à l'aide. L'aveugle lui saute dessus, le pousse en dehors de la route pour qu'il évite le camion. Il se retrouve nez à nez sur le sol. Il se rend compte que pour la première fois, il éprouve un sentiment. Ça y est, je te vois enfin. Enfant, je t'entends. Is this the story of a young boy who wants to leave home and grow and rise and grow? He wants to know what's beyond the sea and come back one year man. He said, Mama. Acte 5, Renaissance. Il était une fois, près d'Alexandrie en Égypte antique, une jeune et jolie femme prénommée Leïla. Elle venait tout juste d'avoir 18 ans, elle était grande et avait de grands yeux noirs perçants, et avait de longs cheveux noirs bouclés comme du charbon. C'était une merveille à contempler. Elle appartenait à une grande famille d'Alexandrie. Je te resserre un peu de thé? Non merci, ça ira. Tu sais, Lila, ma famille fait faillite. Mon père nous a dit que nous devions quitter notre palais pour aller vivre dans une maison plus modeste, pour faire des économies. Nous devons quitter Alexandrie, demain, à l'aube, pour partir vivre à la campagne. Je suis dévastée. Ce n'est rien, ton père a encore des affaires au Caire, ne perds pas courage, ma sœur. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Qu'est-ce que tu connais du courage, Lila? Toute ta vie, tu n'as jamais eu à t'inquiéter de quoi que ce soit. Ton père détient tous les magasins d'or de la ville. Tu n'as jamais eu à quitter ton palais. Donc ne dis
oses-tu me parler de la sorte? Je suis ton ami, et mes parents ont toujours soutenu ta famille dans les affaires du pays. Puisque je n'ai pas de cœur, tu peux quitter mon palais sur le champ. Je ne te retiendrai pas. Manal quitte le palais avec les larmes aux yeux, en voyant son ami lui tourner le dos après toutes ces années d'insouciance. Elles ont grandi et sont devenues des femmes de pouvoir, souvent en oubliant l'empathie et les émotions des autres. La nuit venue, Leila coiffe ses magnifiques cheveux noirs à l'aide de sa brosse offerte par sa mère à ses 15 ans quand elle devenait une femme. Alors qu'elle se regarde dans son miroir orné de feuilles d'or, elle se remémore la discussion qu'elle a eue avec Manal. Comment a-t-elle osé dire tous ces mots cruels à mon égard? C'est vrai que je n'ai jamais eu à quitter le palais ou à affronter l'extérieur des murs de ce palais. C'est vrai que je ne connais rien au monde extérieur, et sûrement rien au courage. Il est peut-être temps que je sorte d'ici, et que j'affronte mes peurs, et que je sache ce que offre la vie, et de devenir une femme courageuse, et plus une enfant gâtée. Quelle est ma place dans ce monde? Être enfermée ici avec ces dizaines de bonnes à mon service? Non, sûrement pas. Je dois arrêter de me voiler la face. Je ne suis pas heureuse. Même avec tout l'argent que détient ma famille, cela ne me comble pas. À l'aube venue, Léa a préparé son sac avec le minimum pour ne pas se faire remarquer dans la cité d'Alexandrie. Elle embrasse son chat et sort discrètement du palais en évitant les employés et sa mère qui prennent le thé tous les matins dans la cour principale. Il faut que je sorte par la petite porte qui amène dans les ruelles marchandes d'Alexandrie. Je me sens libre et curieuse de tout voir et de sentir la simplicité me frôler la joue. Elle se dirige vers le grand souk de la ville. Elle n'a jamais mis les pieds dans le souk, ni même dans le centre toujours rempli de marchands, de femmes, d'enfants qui pleurent et d'hommes scrupuleux. C'est un monde qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est toujours imaginé comment c'était dans ces quartiers populaires de la ville qu'on dit peu fréquentables. Il faut que je parle et rencontre des personnes qui vivent au quotidien dans la modestie et qui pourraient me donner des informations sur la réputée bibliothèque d'Alexandrie pour m'instruire et trouver des ouvrages. Alors qu'elle se dirige vers une femme munie d'un voile blanc qui ne laisse entrevoir que ses grands yeux verts, qui traverse le souk avec son fils. Elle l'interpelle. Pardonnez-moi, ma chère madame, pourriez-vous m'indiquer par où je peux trouver la bibliothèque d'Alexandrie? Moi, ce n'est pas près d'ici. Et vous n'êtes pas d'ici, je suppose. Eh bien, je vous indiquerai votre chemin si vous me dites où vous avez eu ces bracelets d'or. Comment ça? C'est mon père qui me les a offerts pour la fête organisée au Palais Royal. J'y tiens énormément. J'en veux 2, et pas moins. Et je vous guiderai. Leila, choquée qu'on s'adresse de la sorte envers elle, elle finit par hésiter et ôte ses 2 bracelets d'or et lui tend sans dire un mot. La femme s'approche d'elle, prend ses bracelets et lui montre la direction du palais vers le nord et lui indique qu'elle tombera sur la grande bibliothèque d'Alexandrie. Mon ventre grogne. Il est temps que j'avale quelque chose. Ça sent la moulria, cette soupe égyptienne que me préparait mère quand j'étais enfant. Une petite pause dans cette boutique ne me fera pas de mal. Pendant qu'une femme âgée lui prépare sa soupe, Leila lui glisse subtilement. Êtes-vous de la citadelle d'Alexandrie? Leila n'a même pas le temps d'entamer cette conversation avec la vieille femme qu'elle est interpellée par les cris de bagarre. Elle se dirige vers l'altercation en courant. Elle aperçoit un jeune homme d'une vingtaine d'années se faire menacer d'un couteau par 2 hommes beaucoup plus âgés qui réclament au jeune homme à terre de l'argent. Donne-nous tout ce que tu as, sinon on te tue, t'as compris? Je vous dis que je n'ai rien. Par pitié, laissez-moi partir. Je suis qu'un pauvre vendeur d'épices au souk. Laissez-le. Il vous a dit qu'il n'a rien. Il est sans défense. N'avez-vous pas honte? Qui es-tu? Écarte notre chemin, tu es la prochaine, t'as compris? Je vous donne toutes mes pièces d'or et vous le laissez tranquille. C'est d'accord, il a bien de la chance aujourd'hui. N'oublie pas, on reviendra. Et là, il n'aura pas de faveur, t'as compris? Je ne saurais pas comment vous remercier, belle demoiselle. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je ne sais même pas comment vous rembourser. Cela m'a semblé naturel de venir à votre secours. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça. Et cela ne m'a pas déplu. Je crois enfin avoir compris ce que signifie le courage. J'ai été ravie de vous aider. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à me rembourser. Vous avez l'air d'être un homme honnête. Je me sens changée par tous ces événements. Je me sens comblée d'avoir été utile à autrui. Il est temps que je rentre à la maison. Cette quête m'aura appris le courage et le risque. De retour au palais, tout change sur son passage. Des couleurs magnifiques se projettent sur les murs de l'énorme bâtisse, comme si elle rend tout ce qui l'entoure nouveau, comme elle. C'est désormais une femme accomplie et courageuse qui prend sa vie en main.
Acte 6, un sentier sous les étoiles. Allô, Franck? Écoute Pierre, il faut que je te parle de quelque chose. Ça peut pas attendre demain? Là, je suis en caisse. Non, c'est important. Bon, tu accouches? Ils font une razzia dans l'équipe demain. Les syndicats n'ont pas réussi à nous défendre. Ah, merde. Ils ont trouvé des machines pour nous remplacer. Comment te dire? Quoi? On est virés tous les deux. Quoi, mais... Comment tu peux savoir ça, hein? J'ai vu la liste. Bon, écoute, là, faut que je te laisse. Allez, ciao. Ah, ces raclures, me foutre à la porte comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour eux, 17 ans de ma vie que j'aurais donné à ces enfoirés. Pas la moindre promotion, pas la moindre augmentation, on n'aura pas de plan d'aide cette fois, c'est la fin. Et puis ce Franck, il se prend pour qui d'abord? À jouer les copains avec ses barbecues à la con, avec sa bande de pêcheurs du dimanche, sans parler de ce connard de Jackie, qui crade premier prix sa démarque de facho. Ça c'est sûr qu'il s'est enfermé à lèche pour monter les échelons. Puis merde, faut que je me la mette là, faut que je me trouve un rad. Et j'emmerde la belle famille et leur fête de nouvel an à la con. Je me demande bien pourquoi je me fais encore chier à aller les voir depuis qu'elle est morte. Une sombre tempête s'installe au-dessus de Marly-le-Roi. Le ciel gronde et impose sa terrible puissance à la terre. Les arbres semblent se réveiller, les feuilles mortes entament une dernière danse mortuaire et les yeux jaunes se tapissent au fond des plus obscurs cachets. Alors que l'orage s'étend comme la peste, une Peugeot 206 file droit en son cœur et la transperce. Un rideau de pluie vient l'enlacer et l'engloutir doucement, l'emmène dans les profondeurs de son chaos. Pierre s'arrête devant un bar, une bouteille de champagne ouverte coincée entre ses cuisses. L'enseigne annonce « Bienvenue chez Jackie ». Il prend la bouteille, la termine cul sec et la jette sur la banquette arrière parmi les vieux paquets de bière vides qui semblent s'amasser depuis une éternité. Après quelques instants, il ouvre la portière et s'avance d'un pas déterminé vers le rad. Hé, mets-moi un demi s'il te plaît. Tiens, ça fait 2 €. Ouais, à la fin. Ça marche pas comme ça ici. Tu payes ou tu prends la porte. Oh, ça va. Allez, voilà tes 2 balles. Qu'est-ce qui t'amène ici un soir de réveillon? Mais mêle-toi de ce qui te regarde, gros là. Hein? Pour qui tu te prends? Oh là, calmez-vous les gars. Allez Philippe, c'est réveillon ce soir. Après quelques verres et quelques altercations entre Philippe et Pierre, Philippe envoie valdinguer son siège, court de manière désordonnée vers Pierre et tente de se jeter sur lui de toute sa masse. Il rate. Pierre l'a esquivé au dernier moment. Alors que Philippe gît par terre, Pierre le roue de coups de pied. Bim, bam, boum. Philippe gémit. Pierre se retourne, trou noir. Il s'affale sur le sol à son tour. Pierre se réveille, allongé sur la banquette arrière de sa voiture. Oh putain, ce mal de crâne. Allez, je vais me prendre une petite mouche pour faire passer ça. Mais... où est-ce qu'il est passé mon putain de portefeuille? Oh non, le rad a fermé. Ah, ces enfoirés. Bon, il est peut-être dans la voiture. Et non. Rien à part ces vieux chaussons crasseux. Ah, ces vieux chaussons d'escalade. J'en aurais vécu des belles aventures avec vous. La Trinité, Belle-Faille, Cœur de Pierre. Ah, il y a eu Magma aussi. Que de belles voix. Ah, ce bon vieux temps. L'orage fait rage, les nuages se bataillent et se confondent. Les pupilles se rétrécissent et partent à la recherche d'une éclaircie, d'un souffle, d'un sourire, mais ne transparaît qu'à travers cette obscurité sans fond, qu'un noir encore plus intense, un noir infini et éternel, la mort, ce combat que tout le monde mène, ce combat que tout le monde perd. De ses yeux sombres, elle enlève la vie et lui donne sens. Il est temps d'aller à sa rencontre, d'en effleurer sa pâle fraîcheur, et c'est résigné que la Peugeot 206 file sur les sentiers escarpés. La Peugeot s'arrête sur un paysage de montagne. À quelques pas, un sentier mène à la rencontre d'une falaise. Après quelques heures de marche, Pierre s'installe sur un caillou et contemple ce mastodonte de pierre. Ah, te revoilà mon vieil ami. Aujourd'hui c'est le tout pour le tout. Pierre enfile ses chaussons d'escalade. Tu sais, je suis désolé, j'aurais dû venir il y a bien longtemps, mais... Tu sais, j'ai eu du mal à te pardonner. Tu me l'as prise et mon futur enfant avec et ça... Oh, enfin bref. C'est pas ta faute si la corde a lâché. J'en ai pas ramené cette fois. Si je tombe, je la changerai. Pierre s'avance vers la falaise.
Il dépose un baiser et c'est parti. Pierre avance de graton en graton, de réglette en réglette, de fissure en fissure. Il semble danser sur la paroi. Alors qu'il s'élance vers la cime, la prise de sa main droite lâche. Ses pieds dérapent. Instantanément, une montée d'adrénaline lui monte au cerveau et il revient claquer sa main droite sur un aplat. Il hurle, mais pas de temps à perdre. La prise ne tient pas bien, alors il replace ses pieds, envoie sa main un peu plus haut sur un autre graton. Ses bras hurlent, les prises ne tiennent pas bien. Il est dans le moment difficile de la voie, il faut avancer. Main droite, main gauche, pied droit, pied gauche, tout s'enchaîne, Pierre est en transe. Du haut de la falaise, on voit deux mains apparaître, puis une tête. Il y est arrivé. Pierre expire profondément. Un sourire lui vient. Une éclaircie vient percer les nuages et révèle là où il n'y avait qu'obscurité les contours d'un cœur encore battant. Il suffit parfois d'une brèche, d'une faille pour que la lumière s'y engouffre. Et c'est les yeux postés au ciel que les nuages s'en vont.